Bonjour à tous les deux, très heureux de vous recevoir. On a pensé que c'était effectivement intéressant de faire un point sur les différentes étapes de votre transformation. Maud, Leclerc, qui est un acteur incontournable du retail en France, un leader sur différents canaux. Est-ce que tu peux nous partager un peu avec nous tes innovations en termes de délivrance client, dans un contexte où le client va vouloir avoir de plus en plus une multitude de points de contact pour être en interaction avec l'inventaire que tu proposes? Alors, si on parle d'alimentaire, faut déjà rappeler que le magasin physique reste largement majoritaire. Pourquoi ? Comme l'a rappelé Cyril Bourgois tout à l'heure, les clients aiment bien voir ce qu'ils achètent. Ceci étant, effectivement, l'omnicanalité et donc l'achat sur une interface digitale progresse. C'est à peu près 5% du marché aujourd'hui et ça croît très vite. Donc oui, c'est un enjeu pour les retailers alimentaires et évidemment pour nous Leclerc. On l'a compris d'ailleurs il y a un moment, puisqu'avec le Drive, on a déjà pas mal acquis d'expérience sur le marché. On a un peu moins de 50% aujourd'hui de ce marché-là. Okay, quand même. Donc c'est loin d'être négligeable. Quand même, ouais, okay. Mais effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, il faut aller plus loin parce que les consommateurs veulent avoir accès à tous les modes de délivrance possibles. Donc le Drive répond pleinement, notamment aux besoins des familles, mais tous les consommateurs n'ont pas de voiture ou ne souhaitent pas la prendre. Donc notre vision omnicanal, c'est de permettre à nos clients de choisir leur mode de délivrance, et ce, à la fin de leur tunnel de commande. Donc l'idée, c'est évidemment de construire une expérience complètement omnicanal, et en complément du Drive, de proposer de la livraison à domicile, ce que nous faisons sur Paris depuis le mois de mars, mais aussi la possibilité de retirer sa commande dans des points relais. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que là, la nouveauté des derniers mois, d'abord, c'est la conquête des centres-villes. Donc c'est quand même, en termes de move pour vous, c'est super intéressant. Et c'est le lancement des drives piétons, du coup, qui est justement un point supplémentaire pour le picking et l'interaction avec vos clients. Du coup, comment ça s'est mis en place et quelle est l'ambition derrière ? Alors, la livraison à domicile, c'est une chose, c'est très important, ça répond aux besoins des consommateurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Néanmoins, et particulièrement lorsqu'on parle d'alimentaire, il y a une partie des consommateurs qui ne sont pas tout à fait satisfaits par ce mode. Alors, ça peut être les mêmes consommateurs, parfois ça dépend des moments, mais certains ne souhaitent pas être bloqués chez eux pendant un créneau. D'autres ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire rentrer un livreur chez soi. D'autres encore aiment bien, ont besoin d'une assistance pour passer leur commande. Donc là, on revient à l'humain. Le point relais, c'est aussi ça. C'est du contact, c'est de l'humain. Et puis, notamment sur Paris, il y a beaucoup de ménages de petite taille, des monofoyers, des jeunes couples ou des gens qui ont des petits appartements qui n'atteignent pas les seuils de gratuité de la livraison à domicile, mais qui sont intéressés par le fait de passer de plus petites commandes plus fréquemment. Et donc le point relais, ou drive piéton, répond pleinement à ces nouvelles attentes. La couverture sur Paris, ça va être quoi en termes d'ouverture, hein ? L'idée, c'est de couvrir tout Paris. On a ouvert concrètement notre premier relais sur Paris au mois de janvier. Il y en a un deuxième qui va ouvrir très, très prochainement. L'idée à terme, c'est d'en avoir 3 à 4 par arrondissement. D'accord. Donc quand même un maillage dense. Voilà. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui change du coup on l'a vu par rapport à tous ces canaux différents. Qu'est-ce qui change par rapport effectivement au drive piéton ? Et surtout, 2 questions. C'est quel est l'inventaire de produits qu'on peut commander par rapport à un grand Leclerc classique, on va dire. Voilà. Et du coup, quels sont les délais ? Comment ça marche ? Alors, en termes d'offres, la proposition, elle est très claire. C'est d'amener l'offre de l'hypermarché en centre-ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une offre qui est comparable au Drive. Donc, par exemple, si on prend Paris, on est autour de 13 000 refs. D'accord. Et surtout, c'est le même indice de prix que le Drive et donc chez Leclerc que l'hyper. Nous, on a un seul indice de prix pour tous nos formats. Donc, la proposition de valeur, elle est celle-là.
c'est l'offre Leclerc jusqu'à 30% moins cher que la proxy. Ok, bon ça je te laisse. Ceci étant, évidemment sur Paris notamment, on a adapté l'offre aux besoins des Parisiens, qui sur certains aspects sont un peu différents de celles de nos autres clients dans des plus petites villes ou en milieu rural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de bio, plus de petits conditionnements, plus de produits innovants, de grandes marques, d'équitables. Mais aussi, donc ça c'est une adaptation en termes de produits, mais également une adaptation en termes de services. Parce que l'intérêt de ces Leclerc Relais, c'est aussi de proposer des nouveaux services de proximité. Donc ça va de retirer ses colis Internet à tous les services de conciergerie urbaine qu'on peut imaginer. Super. Dernière question avant de passer à Grégoire. Comment ça se passe en termes de logistique? Parce que du coup, c'est un nouveau métier pour vous. Comment vous vous reposez sur quelle démarche, quelle plateforme vous avez mis en place? Alors, c'est un nouveau métier, oui et non, parce que la complexité, elle est dans l'outil de préparation de commandes unitaires. Oui. Et ça, c'est tout le savoir-faire du drive. Donc, on s'appuie évidemment sur le savoir-faire du drive. Après, il y a la brique de livraison. Kilomètres. Nous, sur Paris, on a 2 centrales qui opèrent en Île-de-France. Et donc, en fait, on a 2 systèmes logistiques qui coexistent de manière transparente pour les clients. Au nord, on a monté un entrepôt dédié de 6000 m² à Pantin. Et au sud, la SCADIF opère depuis un ancien drive qui a été agrandi et modernisé pour l'occasion. Et ce sont ces 2 entrepôts et drive qui livrent à domicile et les points relais. Maud, merci beaucoup pour ces éclairages. Grégoire, très heureux de t'avoir avec nous. Du coup, tu drives toute une démarche insight, data, engagement chez PepsiCo, un groupe qu'on n'a pas besoin de présenter. Quels sont un peu les premiers enseignements que tu tires de cette nouvelle génération de consommateurs et dans la manière dont lesquels ils sont portés de plus en plus à aller vers le e-commerce et aller vers, comme on l'a vu à l'instant, différents canaux d'engagement pour aller pouvoir consommer les produits? D'accord, alors je ne vais pas représenter PepsiCo, mais juste redire qu'on commercialise 15 marques en France. Très bien. Des jus de fruits, des sodas, des produits d'épicerie, des chips, du gazpacho, donc voilà, un portefeuille assez large. Moi, je voulais revenir sur quelques trends dont on a un peu parlé, mais qu'on constate vraiment, à la fois du digital en magasin. Tu en as parlé tout à l'heure, les applis comme Yuka, c'est une vraie tendance. On a fait des observations en magasin et faites l'expérience. Allez en magasin, installez-vous quelques minutes dans un rayon d'hygiène beauté et regardez de plus en plus de shoppers scanner tous les produits. Donc c'est à la fois, ils scannent chez eux dans leur salle de bain ou dans leur cuisine, mais c'est une réalité aussi en magasin. Et donc moi je crois vraiment à de plus en plus d'utilisation du mobile en point de vente. Cyril en parlait tout à l'heure. Donc c'est plutôt que on sait les écrans connectés en magasin, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les shoppers. Le véritable outil, en tout cas de nous, ce qu'on utilise, c'est le mobile. Donc ça c'est une vraie tendance sur le digital in-store et une autre tendance évidemment sur le e-commerce. C'est une part de plus importante de notre business. Quand on interroge les consommateurs et vraiment ce qu'on ressent, l'intérêt du e-commerce, c'est vraiment la praticité, la convenience et globalement c'est cette liberté de commander le soir sur son canapé. L'expérience d'achat, ça reste un plaisir quand même pour le consommateur. Ce qui nous dit la vraie pénibilité, c'est le temps d'attente en caisse, dont on a parlé également tout à l'heure. Et du coup, je pense que le vrai enjeu pour les distributeurs, c'est l'expérience client. Et je pense que les sites internet de tous les distributeurs alimentaires sont en progression. Comment ça participer à cette expérience? Il y a encore une marge de manœuvre qui est colossale sur l'expérience client online quand on se compare à d'autres distributeurs aux US ou au UK. Des distributeurs comme Ocado qui sont sur la personnalisation, sur le nombre de références. Maud le disait, 10 à 13 000 références en ligne. Aujourd'hui, un site de drive, en moyenne, c'est 10 000 références et il n'y a que 50% des références qui sont vendues chaque semaine. Donc il y a une concentration du business sur quelques produits, alors que les shoppers attendent quand même de l'exhaustivité. Il y a des courses un peu routines, mais il y a des courses plaisir. Et on voit des distributeurs au UK, je prends l'exemple d'Ocado, qui est capable de vendre 50 000 références et qui les vend chaque semaine. Wow. C'est-à-dire qu'à travers la personnalisation, il arrive à vendre des produits personnalisés et à s'adapter davantage aux shoppers. Et donc ça, c'est
Pour moi, la personnalisation des sites, c'est évidemment un des enjeux à venir. Et la relation humaine, Cyril en parlait aussi, et Maud en parlait, le drive piéton, ça répond à ça, de retrouver du contact. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la livraison à domicile aussi, et sur la connexion avec les livreurs. C'est un truc tout bête aussi, mais là aussi, quand on interroge, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des vrais... Ce moment, cette connexion avec le distributeur, elle se fait... Alors, en drive, c'est on a 5 minutes pour prendre... Et on entend déjà aussi, quand on discute avec des directeurs de drive, qui nous disent cet enjeu-là, c'est quelques minutes, elles sont clés quand même pour créer de la relation client. Et les Français aiment la relation client. Donc, en drive, c'est sur le point de vente. Pour de la livraison à domicile, c'est via le livreur. Et donc, il y a des shoppers qui sont contents d'avoir chaque semaine le même livreur et de créer de la relation à travers la livraison. Alors, pour des acteurs du food et beverage comme toi, il y a évidemment cet enjeu de l'acquisition de la donnée client et de l'engagement et du drive to store, du coup, puisque évidemment, vous dépendez des retailers. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience avec votre partenaire Waze, le cas que vous avez fait ensemble? Qu'est-ce que ça vous a amené un peu comme insight? Alors, le drive to store, pour nous, c'est un sujet clé. C'est à la fois du drive to store magasin, rediriger nos consommateurs vers les points de vente, et du drive to store online. Alors, Drive to Store magasin, on a eu pas mal d'initiatives depuis quelques années. On a travaillé avec Waze sur des campagnes médias autour de la marque Lipton Ice Tea, rediriger le consommateur en point de vente avec des facteurs de météosensibilité. Quand il est bloqué dans les embouteillages, qui fait plus de 25 degrés, on lui propose du Lipton Ice Tea à la première station-service Total à moins de 500 mètres. Donc voilà, des contacts médias qui sont adaptés. Et puis, donc ça, voilà, on continue à développer toutes ces initiatives. Et puis, pour nous, ce qui est fondamental, avec le développement du e-commerce, c'est le Drive to Store online. Et là, on fait partie de ces industriels à avoir poussé le Drive to Store online avec les solutions. Alors, nous, Click to Buy, les boutons j'achète, qu'on est systématiquement sur toutes nos campagnes de communication, Facebook, YouTube. Chaque campagne qui présente un nouveau produit, un nouveau gazpacho Alvaillé, des nouvelles céréales Quaker, des nouvelles chips. On présente le produit et en un clic, on est redirigé vers les sites des distributeurs pour pouvoir acheter le produit en un clic et le rajouter à son panier d'achat. Et voilà, ça c'est un vrai parti pris. On croit énormément à la convergence du média et du retail. Et voilà, et du coup, on croit derrière, forcément... du coup, c'était ma troisième question par rapport à tous ces enjeux data. Comment vous faites pour essayer de owner un maximum de data dans le sens où vous n'avez pas de points de vente. Donc, comment vous développez cette démarche et comment tu l'organises pour être... On parle beaucoup d'acquisition client. Nous, on n'est pas dans l'acquisition client. On cherche pas à acquérir. Enfin, on cherche à adresser des messages publicitaires pour faire connaître nos produits et les faire acheter ensuite sur les sites des distributeurs. Donc, sur le média, on a suffisamment de data pour cibler les bonnes personnes. On vend globalement des produits de grande consommation, des produits avec des très fortes pénétrations qui touchent tous les Français. Donc, on n'est pas dans le micro-ciblage. On peut évidemment personnaliser, cibler, mais on a des campagnes globalement qui restent assez masse. Ce qui est important pour nous, la connaissance de la data, c'est l'analyse des parcours d'achat sur les sites des distributeurs. D'accord. Parce que évidemment, on n'adresse pas le même message en début de parcours d'achat, en fin de parcours. On sait que dans l'analyse des parcours d'achat, et on en fait énormément chaque semaine et chaque mois avec des partenaires distributeurs, bien comprendre l'analyse des parcours d'achat, ça nous permet ensuite, via le retail média, d'adresser les bons messages publicitaires au bon moment dans le parcours d'achat. Cette connaissance de ces parcours, du coup, est-ce que ça peut vous encourager à avoir un peu plus de marques en France, issues de votre portefeuille mondial? Vous avez 15 marques en France, mais vous en avez beaucoup plus à l'international. Et à partir du moment où du coup, vous ciblez de mieux en mieux ces parcours, les communautés de clients, ainsi de suite, est-ce que ça peut aussi vous aider du coup, à introduire plus de produits et plus de références à des coûts peut-être moindres qu'avant? Exactement. On a un portefeuille mondial avec des grandes marques, mais des plus petites marques, parfois plus niches, sur des cibles plus précises. Et cette connaissance des parcours clients, oui, elle peut nous permettre d'adapter, de lancer des produits spécifiques chez certains distributeurs et pour certains clients. Donc oui, c'est une des démarches qu'on est en train d'adopter. Très bien. Pour conclure, Maud et Grégoire, l'idée c'était de se dire, par rapport à tout ce qu'on a échangé ce matin avec l'audience, les différents insights qu'on a poussés, selon vous, en tant que retailer et food and beverage, qu'est-ce que vous pourriez leur recommander vraiment en quick win pour essayer de démarrer vraiment cette année 2019 dans le contexte qu'on connaît, quelque chose qui puisse vraiment les emmener dans cette voie de la transformation et tout le temps du test and learn quelque part? Je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas encore été adressé jusqu'au bout
c'est celui de la signature relationnelle sur chaque touchpoint et en cohérence dans l'écosystème. Et voilà, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur comment on peut utiliser toutes ces technos, ces solutions pour la nourrir et la matérialiser sur chacun des points de contact. Très bien, super. D'accord. Non, moi, je veux, à titre personnel, et voilà, je crois très fortement au retail média. On en a parlé tout à l'heure, Christophe en a parlé. Ouais. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'avenir. Ça va impacter très fortement nos différents métiers. Je pense que les organisations sont en train de s'adapter aussi. Voilà, on avait l'exemple de Seb, et les organisations comme les nôtres sont en train de prendre conscience de ces nouveaux enjeux-là. Et ça veut dire que les gens qui nous accompagnent aussi, les agences médias, doivent s'adapter à ce nouvel écosystème. Donc ça, pour moi, c'est dans les mois prochains, c'est un des gros enjeux. Super, Grégoire, Maud, merci beaucoup pour votre intervention.